Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de la présence occidentale, des puissances occidentales, des représentants des pays occidentaux lors de toutes les rencontres africaines, Union africaine, CEMAC, CEDEAO. Surtout la CEDEAO et l'Union africaine. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous constatons, c'est que les Africains n'ont plus d'intimité. Les Africains, nous n'avons pas d'intimité, nous n'avons pas de secret, nous ne réfléchissons plus par nous-mêmes, en fin de compte. Et ça, c'est un très, très grand problème que nous devrons corriger. Que les Africains doivent obligatoirement, dans les meilleurs délais, prendre des dispositions pour éviter cela. Pourquoi je dis ça? L'échec de la CEDEAO, la mort de la CEDEAO est due aux ingérences occidentales. Vous voyez, l'Afrique, ce ne sont pas les Africains qui prennent des décisions. Les Africains sont là pour valider les décisions prises ailleurs, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il y a de grandes difficultés, il y a de grands problèmes dans ces institutions. Nous savons tous que les sanctions contre le Niger, contre le Mali, contre la Guinée, toutes ces sanctions-là ne sont pas prises par les Africains. Emmanuel Macron l'a dit lui-même. Il dit, je veux appeler le président de l'Union africaine, je veux donner des injonctions, des instructions pour qu'il puisse prendre des décisions, des sanctions que nous allons soutenir. Et ils sont allés trop loin, jusqu'à prendre des sanctions qui n'avaient ni tête ni queue, qui étaient à la fois illégales, illégitimes, inhumaines et cruelles à l'égard des pays membres. Conséquence de cela, la CEDEAO a perdu 3 de ses membres qui ont créé l'AES. Ce sont les conséquences. L'AES, là, ce sont les conséquences même de la gestion de la CEDEAO, du comportement de la CEDEAO, et notamment des maîtres de la CEDEAO, des Occidentaux, des États-Unis et de l'Union africaine. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça. Donc, une institution qui a été créée par 6 militaires en 1975, aujourd'hui s'est retrouvée dans les mains des États-Unis et de la France et de l'Union européenne. Ce sont eux qui dictent, qui décident de tout ce que nous voulons faire. À l'Union africaine, c'est pareil. Vous vous souvenez qu'à l'Union africaine, il fut, il y a 1 an ou 2 ans de cela, où le représentant, la représentante, c'était une femme d'Israël, a été, on l'a sortie de la salle, manu militari. Elle a été humiliée parce que tout le monde veut manger ce gâteau africain. Les Africains n'ont plus le droit de se retrouver entre eux, de parler de leurs problèmes, de parler de leur situation. Il faut qu'ils soient sous l'œil vigilant de la France, des États-Unis et de tous les pays. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est ça qui fait qu'il y ait le clivage entre les hommes politiques africains et leur population. Les Occidentaux, ils ont des intérêts. Ils poursuivent leurs intérêts. Ils ont un agenda précis. Cet agenda-là n'a rien à voir avec les populations africaines. Ça n'inclut pas les populations africaines qu'ils ont affamées, qu'ils ont sous-médicalisées et qu'ils torturent par des interventions militaires et autres et en créant des guerres partout en Afrique, comme on le voit au Rwanda, on le voit au Soudan. Vous voyez, donc ces populations savent. Et nos dirigeants, tant qu'ils vont continuer à se soumettre à cette façon, cette pratique, où nous n'avons plus de confidentialité, nous n'avons plus d'intimité entre nous,
ils seront toujours déclassés. Je vais prendre un exemple dans la famille. La famille, je parle de papa, maman, hein, un homme, une femme et des enfants. Comme c'est la tradition chez nous en Afrique. Il y a des moments où, lorsque vous vous asseyez là, il faut seulement que ça soit monsieur, madame et les enfants. Il y a de ces choses que vous ne traitez qu'ensemble. Les amis de la famille là, ne peuvent pas être là. Lorsque nous avons ceux qui ont assisté déjà au mariage traditionnel, par exemple, moi je le connais parce que je l'ai fait, il y a des moments où on vous appelle, les familles, quand les débats sont houleux, pour trouver un compromis avec l'autre famille, hein, celle de la femme ou celle du mari, parfois la famille se retire, ce que nous appelons ça en congolais, fundu. C'est-à-dire que la famille se retire, soit la famille du mari, soit la famille de la femme, ils se retirent pour discuter de la décision qu'ils vont prendre par rapport au problème qui a été posé. Je vous dis, quand vous allez dans ce fundu-là, parfois les mariés eux-mêmes ne viennent pas. Oui, parfois même les mariés sont exclus. Là, on trouve parfois seulement les oncles, les mamans. Oui, c'est-à-dire que les enfants ne se mêlent pas, même s'ils sont grands. Même s'ils sont déjà mariés. On dit, ce n'est pas votre problème. Vous ne venez pas. Et ce sont les sages de la famille qui se retrouvent et puis ils prennent la décision. Maintenant, ils se retirent à côté. Après, ils reviennent et ils expliquent, bon, voici ce que nous avons décidé. Pour cette situation, nous allons régler ça comme ceci. Voici notre réponse à la question, au problème que vous avez posé. Et ça a toujours été comme ça. Et tant que vous n'avez pas cette intimité-là, vous ne pouvez pas vivre. Vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes pas libre. Et la souveraineté, c'est ça d'abord. La souveraineté, c'est cette capacité, cette façon de faire. C'est un processus, c'est une démarche. La souveraineté, ce n'est pas un vain mot. La souveraineté, c'est d'abord ce que vous pensez, comment vous réglez vos problèmes, comment vous agissez par rapport à telle ou telle situation. Maintenant, il y a un problème qui est à l'origine de cette ingérence occidentale dans nos affaires intérieures, c'est le fait que ce sont les Occidentaux qui financent nos institutions. Et oui, celui qui finance, c'est bien celui-là qui dicte la musique que tout le monde doit entendre. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'à un moment donné, la Guinée équatoriale, fort de ses revenus pétroliers, a décidé à un moment donné de payer les salaires des fonctionnaires de l'Union africaine. Qui va s'opposer? L'Union européenne. L'Union européenne dit non, c'est pas vous. C'est nous qui devons faire ça. Ça, c'est pour nous. Laissez-nous ça. Donnez-nous cette... Et voilà les conséquences. Maintenant, c'est à l'Union européenne de dicter. C'est même l'Union européenne qui choisit, avec les États-Unis bien sûr, qui choisit le président de la Commission, le président de l'Union africaine. C'est l'Union européenne et l'OTAN qui disent que voici la personne qui va gérer pendant 1 an votre institution. Et les gens sont obligés de se soumettre. J'ai vu cette façon de faire lorsqu'il s'agissait de la nomination de Kofi Annan comme secrétaire général de l'ONU. Il y avait à l'époque l'Égyptien Boutros Ghali, si je ne me trompe pas, qui était président et qui voulait, secrétaire général de l'ONU, qui voudrait avoir un deuxième mandat. Parce que c'était le mandat de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains n'étaient pas contents de lui, parce qu'il avait sorti certains dossiers et autres. Et les Américains ont imposé, ont demandé aux Africains de se réunir et de choisir quelqu'un. Vous savez quoi? Les Africains sont allés prendre un Ivoirien, Amara ici,
qui avait été ministre des Affaires étrangères de Houphouët-Boigny, ambassadeur représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Il avait été même, quand il était représentant, il avait été le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, quelqu'un qui avait vraiment un background qui était alors solide pour occuper le poste, qui avait de l'expérience. Là encore, les Américains disent non, lui, il est trop francophone. Nous, on ne veut pas de lui. Nous, on veut de quelqu'un qui est américain. C'est un Américain ou américanisé. Un anglophone, en d'autres termes. Et les Africains se réunissent, se disent, mais qui on va choisir? Alors, pendant que les Africains sont dans la salle, il y a Kofi Annan qui est dans la salle aussi, un fonctionnaire des Nations Unies, parce qu'en principe, ce poste de secrétaire général, on ne peut pas l'occuper si on a été fonctionnaire des Nations Unies. Ce sont des règles qui ne sont pas écrites, mais que les gens pratiquent. C'est prévu pour des gens qui ont une expérience autre que celle des Nations Unies, c'est-à-dire ambassadeurs, ministres des Affaires étrangères, ou bien intellectuels. Bon, c'est rare les grands intellectuels là, mais c'est toujours les gens qui ont géré le pouvoir dans le domaine de la diplomatie. Et quand les Africains sont en train de chercher qui ils vont choisir, parce que bon, leur choix, le premier choix de Boutros Ghali a été rejeté par les Américains, le deuxième choix de l'Ivoirien a été rejeté par les Américains, et ils sont en train de réfléchir encore. C'est Madeleine Albright qui rentre dans la salle. Et elle vient, qui va la recevoir? C'est Kofi Annan qui vient la recevoir. Et Kofi Annan l'embrasse. Ou plutôt, elle embrasse Kofi Annan. Là, les esprits avertis savaient que, eh ben, ça y est, c'est Kofi Annan qui sera le premier, le secrétaire général. C'est le choix des Américains. Pourquoi je dis ça? Parce que quand elle vient, tout le monde savait que Madeleine Albright, même sa main là, elle avait du mal à tendre la main aux ambassadeurs africains. À un noir. Elle était tellement raciste, cette dame, que, elle est déjà décédée, elle était tellement raciste que madame ne pouvait pas tendre la main à un noir, pire encore, l'embrasser. Donc, quand elle embrasse Kofi Annan devant tout le monde, eh bien, tout le monde a compris que c'était lui. Les grands diplomates avaient compris que là, c'est lui qu'il faut choisir. Et le même jour, voilà comment Kofi Annan est élu secrétaire général de l'ONU. C'est cette ingérence. Oui. Et on a vu qu'a fait Kofi Annan. À la fin, Kofi Annan, c'est lui qui a vendu l'Afrique à 1 milliard en faisant ce qu'ils ont appelé, eux, la carte des mines de l'Afrique. Les Occidentaux se sont dit, bon, maintenant, il faut qu'on partage l'Afrique là et puis on n'en parle plus. Et c'est sur ça que nous sommes en train de se battre aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce qu'il y a et ils veulent maintenant s'en accaparer. Donc, vous voyez, les Africains ne tirent pas les leçons. C'est comme la construction du bâtiment de l'Union africaine, un cadeau donné par les Chinois. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ben, ils ont bourré, ils ont mis plein de micros. Donc, ils écoutaient tous nos agents, nos fonctionnaires. Eh oui, tous nos fonctionnaires internationaux étaient écoutés. Parce que ce sont eux qui ont fait le don de ce bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique doit commencer maintenant à prendre ses responsabilités. Nous devrons couper ce cordon ombilical où on doit être soutenu par les autres pour faire nos choses. Je préfère encore de loin qu'on réduise les salaires des fonctionnaires de l'ONU, plutôt de l'Union africaine, et puis que ces salaires-là puissent être supportés par les Africains eux-mêmes. Et c'est ça qui entraînera, qui donnera une indépendance. Et tant que nous n'avons pas cette indépendance, cette institution ne nous appartient pas. Et elle va finir par mourir. C'est pareil pour la CEDEAO, c'est pareil pour la CEMAC. Vous voyez, la CEMAC n'arrive pas. Ça fait plus de 10 ans que la CEMAC est en train de réfléchir s'il faut sortir du CFA ou pas, s'il faut créer une monnaie. C'est plus de 10 ans.
Chaque année, ils se retrouvent là. Bon, oh, bon, on va voir, on va encore réfléchir. Pourquoi? À cause des ingérences occidentales. C'est ça. Et les gens qui sont payés par ces gens ne peuvent pas faire le travail correctement parce que les intérêts de l'Occident ne sont pas les intérêts de l'Afrique. Et ça, c'est facile à comprendre. Et que par conséquent, si nous voulons notre indépendance, nous devons commencer par regarder d'abord nos intérêts avant de regarder les intérêts des Occidentaux. Or, bien-aimés frères et sœurs, la présence des puissances occidentales dans toutes les réunions africaines est un problème grave que nous devons corriger. Sinon, nous resterons toujours dominés et esclaves de ces Occidentaux. Parce que nous sommes capables de régler nos problèmes par nous-mêmes. Les problèmes africains, aux problèmes africains, solutions africaines. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.